Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Ce soir, nous allons vous faire le décryptage de la situation sociopolitique du Togo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Nous allons vous amener à comprendre en 10 points ce que c'est que l'élection sénatoriale. Au point 1, qu'est-ce que le Sénat? Selon l'article 2, ordonnance 2024-001, le Sénat est la deuxième chambre, encore appelée la chambre haute du Parlement togolais. Comment est composée cette chambre? Elle est composée de 61 sénateurs, dont 41, soit les 2 tiers, sont élus par les conseillers municipaux et régionaux, et les 20, soit les 1 tiers, sont nommés par le président de la République actuelle et par la suite le président du Conseil des ministres. Au point 2, comment, quand et comment sont organisées les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales seront organisées le 15 février 2025 dans les 29 circonscriptions électorales, c'est-à-dire les préfectures. Les bureaux de vote sont installés dans les locaux et dans les bureaux des préfectures. Au point 3, qui sont les candidats à ces élections? Selon l'article 7, ordonnance 2024-001, 5 points sont à jour ici en ce qui concerne. Au point 1, il faut avoir la nationalité togolaise. De 2, avoir 35 ans révolus. Au point 3, jouir de ses droits civils et politiques. Au point 4, résider au Togo pendant 6 mois au moins de manière effective. Et enfin, au point 5, savoir lire, écrire et parler en langue officielle. Les candidats à ce niveau seront issus des partis politiques ou se portent candidats indépendants. Au point 4, qui voteront lors de ces élections sénatoriales? Selon l'article 5, alinéa 1, ordonnance 2024-001, les 41 sénateurs seront élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale, c'est-à-dire au niveau des préfectures, et de l'ensemble des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale, toujours au niveau des préfectures. L'électorat total est constitué de 1527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux. Au point 5, quel est le mode de scrutin? Selon l'article 5, alinéa 2 et 3, ordonnance 2024-001, les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, c'est-à-dire le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Notons que chaque candidat a un suppléant qui le remplace en cas de vacance, c'est-à-dire de démission, décès, en cas d'acceptation de fonctions incompatibles. En cas d'égalité des voix, il faut noter que le candidat le plus âgé est élu. Eh bien, au point 6, en cas de contentieux électoral et de contrôle de légalité, quelle est l'institution qui sera saisie et dans quel délai? Petit a, il faut comprendre que le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, MATDCC,
procède à la vérification administrative des dossiers de candidature dans les 5 jours et après sa transmission par la CENI. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau du point 2, la Cour constitutionnelle, à son tour maintenant, proclame 25 jours avant le scrutin. Connaît ensuite le statut sur les recours en contentieux pour les élections sénatoriales déposées par les candidats dans les 5 jours suivant la date de proclamation des résultats provisoires par la CENI. Au point 7, quel est le mandat des sénateurs? Combien de mandats ces derniers doivent normalement faire? Donc à ce niveau, le mandat des sénateurs est de 6 ans renouvelable. Au point 8, quels sont les rôles et les fonctions assignées aux sénateurs? Selon l'article 10, suivant la Constitution, nous avions jusqu'à 4 fonctions et rôles assignés aux sénateurs. La première fonction, les sénateurs se réunissent en 2 sections de 3 mois chaque année. La première, le premier jeudi du mois d'avril, et la deuxième, le premier jeudi du mois d'octobre. Au point 2, les sénats font la proposition des lois et votent les lois, y compris la loi des finances, c'est-à-dire budget de l'État. Mais à ce niveau, les députés ont la primauté du pouvoir législatif, c'est-à-dire votent en dernier ressort définitivement toutes les lois. Au point 3, toujours parlant des rôles et fonctions, les sénateurs et les députés se réunissent en congrès pour autoriser la déclaration de guerre au cas où le pays fait face à une menace sécuritaire. Dernier point, par ailleurs, étant essentiellement une émanation territoriale qui élise les 2 tiers de ses membres, le Sénat a pour mission de défendre les intérêts des communes et des régions dans le cadre de la décentralisation et du développement des territoires. Au point 9, quels sont le rôle et la place des citoyens lambda dans ces élections sénatoriales? Ici, il est question de savoir si véritablement les citoyens aussi ont leur part à jouer en ce qui concerne le choix ou encore le rôle. Il faut noter que les élections sénatoriales étant organisées au suffrage universel indirect, les citoyens lambda, c'est-à-dire citoyens de tous bords, ne sont pas appelés à voter pour ces scrutins. Cependant, ils ont le droit d'observer le déroulement de ces sénatoriales comme les observateurs. Ils sont là à titre d'observateurs. Ils ont également, dans le cadre des organisations de la société civile accréditées, les citoyens peuvent aussi participer aux campagnes électorales pour mieux connaître les candidats, leurs projets, connaître aussi la position, surtout faire du lobbying et du plaidoyer auprès des élus locaux de leur circonscription, c'est-à-dire les conseillers communaux et régionaux, et afin de peser sur leur choix en faveur du meilleur sénateur pouvant défendre leurs intérêts en ce qui concerne la circonscription ou l'intérêt général du pays. Le dernier point, c'est quels sont les défis qui attendent les sénateurs. Le premier défi des sénateurs sera le choix d'un président de la République en congrès avec les députés, confère l'article 35 de la Constitution. Les autres défis seront liés à la pertinence justement des propositions des lois que les sénateurs formuleront du moins en complémentarité avec les députés pour soutenir véritablement le
progrès socio-économique, c'est-à-dire le progrès au niveau de la société, au niveau social et au niveau économique, et aussi promouvoir les droits et les libertés fondamentales des citoyens. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Je veux justement vous lire dans les commentaires. Je veux voir vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao!